Bonsoir. Mardi dernier, j'ai essayé de dire quelque chose, c'est-à-dire de ne pas en rester au dit. Et j'ai illustré ceci à partir du fait que l'analyste pouvait prendre la graine de l'art, l'analyste va prendre de la graine, je rappelle Lacan le 9 avril, dans Les Noms du Père, 1974, pour en faire autre chose, à côté de la science, autre chose. Autre chose, évidemment, ça sonne. Et ça sonne du côté de la chose, même si dans les séminaires, ce qui compte pour moi dans les séminaires, c'est pas tellement le texte, c'est le fait d'entendre, c'est-à-dire ce qui est au, je ne sais pas que dire au cœur, bon, c'est peut-être pas au cœur, ce qui peut s'entendre au-delà du dit, dans ce dis-ce-que, dans cet tour-drome qui va venir 6 mois plus tard. C'est-à-dire ce qui est en jeu dans ce qui va être l'orthographe, qui va permettre donc d'équivoquer sur le mode de l'articulation signifiante. Bon. Par la grâce de l'orthographe, là, il est possible d'équivoquer. Il y a aussi effectivement la logique, on va voir ça, il y a la logique, la grammaire, l'orthographe, la grammaire. Et tout ça contribue à quoi, finalement? Contribue à... C'est pas simple ce que je vais dire là, il faut bien que je le dise avec des mots quand même. Les idées, ça prend corps dans des mots. Le problème, c'est que les mots, évidemment, pour nous, c'est que les mots, bien sûr, fêlent à chose. Ça éclabousse. C'est ça l'importance de la voix. Comme objet, petit. Je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dites, parce que c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Les choses, vous voyez, la chose, les choses. Ouais, ce savoir-là qui est en jeu, et qui n'est pas de l'ordre de la connaissance. Je me suis aventuré dans ce cri de Don Juan, là, dans ce qui vient à la limite de la tension entre la parole et la voix, qui est au cœur même de l'opéra. Pour nous, pas pour un psychanalyste, pour le psychanalyste, ou qui devrait. C'est-à-dire que ne pas omettre ce qu'on peut apprendre de l'objet, ce qu'on peut prendre. Je dis apprendre, prendre 2 mots de l'objet. Et c'est quand même extraordinaire. Alors là, toute la famille, le père, la mère, responsable de tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on explique, tout ça, là, c'est quand même l'objet qui... Les 4 objets pulsionnels, le sein, le cibale, le regard et la voix, c'est quand même ces 4 objets que nous avons, chacun de nous, de façon particulière, évidemment, contribuer à élaborer, en sachant que cet objet-là n'est pas un objet de pensée.
n'est pas un objet de représentation. Et le cheminement d'une analyse, le cheminement de l'art, ce que le psychanalyste peut apprendre de l'artiste, et non pas, comme on n'arrête pas de le dire, hein, c'est pas la création artistique qui va à la rencontre du psychanalyste. Alors, pas du tout là. Enfin bon. C'est pas parce qu'on connaît beaucoup de choses et qu'on explique comme ça, là, ben oui, évidemment, au niveau de la peinture, de la sculpture, etc. Hein. On va même jusqu'à expliquer l'intime de l'artiste. Ben, ça n'a strictement rien à voir. Un psychanalyste, il parle du fait que tout est lié à un lien social particulier qui repose sur la parole comme lieu de vérité. Et donc ce que j'ai essayé comme ça, maladroitement peut-être de dire, c'est que ce qui est au cœur du texte de Mozart, dans ce Don Giovanni, c'est évidemment pas on va dire, la réalité du fantasme. Bien sûr qu'il en faut, hein. Ça part de là, toujours, hein, une pièce, qu'elle soit chantée ou au théâtre, hein, ou une œuvre. Ben oui, la réalité du fantasme, on est pris là-dedans. Hein. Et là, bon, c'est El Burlador. C'est pas le séducteur, comme je le disais, hein, c'est le trompeur de Séville. Ça vient évidemment des cours du Concile de Trente. Alors, je ne sais pas si je l'ai raconté la dernière fois. Bon, Concile de Trente, c'est au milieu du XVIe. Hein. Ça a été demandé par Luther, par Calvin, etc. à l'Église, parce qu'il y avait un certain désordre. Hein. Et la réponse de l'Église, ce sera le baroque, au niveau architecture, notamment. Hein. Et au niveau musique aussi, bien sûr. Alors, ce que j'ai essayé de dire, c'est que finalement, c'est pas tellement Don Giovanni qui tombe dans le trou et puis qui disparaît parce qu'il a péché. Facile, ça, hein. Ce serait plutôt, mais alors là, il faut aller le chercher loin, cette statue-là, qui chante les noirs pointés, croches, avec assurance, qui est non dupe. C'est elle plutôt qui ne peut pas, à un moment, bien sûr, ne pas être que ce déchet. Hein. Le sens, la parole qui s'impose par les ordres, là, à un moment, ça conduit le texte, c'est ça le texte. Hein. Le texte, à l'opéra, ça ne consiste pas à être exprimé par la voix, comme ça. Hein. C'est le texte qui passe la voix, qui passe la jouissance de la voix. C'est pas la voix qui passe quelque chose du texte. Explicatif, ça c'est plutôt le théâtre. Encore que, bon. Et c'est pour ça que chaque être parlant qui chante, évidemment, va jouer et jouir d'une discordance entre le rôle et la voix, qu'il connaît un peu, pas trop, un petit peu. Bon, il ne sait pas trop ce qui va sortir, mais il a une idée quand même. Hein. Bon, il a une technique, mais il sait bien que de toute façon, il faut qu'il ait différentes flèches à son arc. Hein. Et il y a des moments, ben, évidemment, ça va partir. Ça va partir comme ça, dans les aigus.
Alors là, dans le cas de Don Juan, c'est pas ça, mais c'est pas dans les aigus, mais c'est quand même un cri. Un cri qui s'entend là, oui. Mais en fait, ce que fait entendre le cri, évidemment, on revient à Munch là, c'est le silence. Le continuum du silence. Qui, c'est une hypothèse, comme tout ce qu'on en raconte, qui n'est pas sans, qui n'est pas sans, qui n'est pas sans prendre en compte un temps logique. Que Lacan, là, dans ce moment de conclure, là, que je perçois quand même comme un opéra. C'est pas un testament, c'est un opéra. Il y a des silences. Il y a de nombreux silences. Puis de temps en temps, il y a quelque chose qui s'émancipe. Cette pratique du bavardage, du bavé, de la babile, qui nous ramène, bien sûr, finalement, voilà, il revient. Bah oui, il est comme nous tous, hein, il revient à ce qu'il peut s'entendre, et à la jouissance liée au signifiant. Voilà, on parle pour ça, que se jouit. Alors bien sûr, ce qu'on peut entendre, qui peut nous faire plaisir, en sachant que la jouissance, c'est pas le plaisir. C'est quelque chose d'autrement plus, comme le dit Rainer Maria Rilke, là, dans ces périodes-là, du début du XXe, là, la première élégie du Durno, là, au bord de l'Adriatique, sur le cri. Qui est-ce qui va pouvoir l'entendre, ce cri? Voilà. Hein? Ce cri qui est cette chose, qui d'une façon ou d'une autre fait entendre les choses muettes. Voilà l'autre chose. Les choses muettes qui a à voir avec ce Das Ding. Parle des anges. Pas rien, hein. L'opéra, ça commence comme ça. Hein. C'est une voix angélique. Hein. Castra, c'est ça. Hein. Alors, qui peut faire entendre ce cri, hein? Car le beau est le commencement du terrible. Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup de choses. Le poète assez, là. Le beau est le commencement du terrible. Alors, bien sûr, on peut expliquer comme ça les choses, hein, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne fait que, comme dans la psychothérapie, si on travaille en expliquant, etc., bon, hein, et non pas au niveau des articulations signifiantes, et des silences. Qui peut entendre ce cri, pour autant que le cri, évidemment, est le gouffre où le silence se rue, c'est-à-dire que le cri fait voler en éclats l'enveloppe du silence. Mais le silence se rue. Je vais en parler, soit aujourd'hui, soit mardi prochain. La semaine prochaine, je reprends le mardi, à propos de l'opéra, notamment Wagner. Parce que je n'ai pas préparé, hein, parce que si on se met à préparer, eh ben, de toute façon, alors là, la pensée, elle fout tout par terre. Hein. J'ai des idées comme ça, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me semblent, qui vont venir, qui vont s'articuler, comme ça, en parlant avec vous, là, hein. Je prépare pas, parce que si je prépare un texte, ça va plus. Alors, je prépare un texte en disant que, finalement, l'être parlant, c'est en parlant qu'il y a de l'être qui va devenir, que ça devienne un lieu de vérité, la parole, le mi-dire de la vérité.
Et puis je prépare un texte que je vais lire, même si j'y mets toutes les intonations possibles, c'est pas du tout pareil. Et je me rends compte en plus, enfin c'est mon cas, c'est peut-être parce que je chante, j'ai essayé plusieurs fois d'être assis là, mais ça va pas. Ça va pas, il y a du corps, qui traverse. Là, hein. Bon. Alors vous voyez que le trompeur, là, hein, le trompeur, c'est justement celui qui trompe, c'est celui qui est sûr de ne pas tromper. Évidemment, c'est écrit par un moine, après le Concile de Trente, là. Hein, parce qu'il restait un truc qui s'appelle l'impénitence finale. Hein. Bon, ça va bien, mais il faut quand même pas attendre trop le dernier moment pour quand même se repentir, c'est ça, hein. Si on va aller, voilà, la jouissance éternelle. Bon, faut pas que je m'égare trop comme ça, je voudrais revenir un peu à cette question d'objet petit a. Il y a donc, et là je vais vous remontrer, je prends mon téléphone, je vais vous remontrer comment ça se met en place, d'emblée. Je reprends la façon dont Lacan va préciser ça. Ça, c'est le début, hein, le début, on va dire, le stade du miroir. Bon. C'est-à-dire que le corps qui est là, le corps vivant, d'emblée, hein, c'est à la naissance, va rencontrer les fleurs du désir. Ça va donner une image réelle, mais celui qui est en jeu, qui est là, le sujet, alors bien sûr il y a le miroir concave qui permet que ça revienne, mais celui qui est en jeu, le sujet, ne peut pas l'avoir. Pour des optiques, bon. Et il va en voir seulement l'image virtuelle, I' de A. À ceci près que cette image virtuelle, elle est créée par un miroir plan. Et le miroir plan, c'est le symbolique qui est défini par les parents. Autrement dit, là je reviens dans quelques éléments importants, c'est à partir de là que, progressivement, le petit a, etc., va s'articuler au S-barré dans le prolongement de Lacan pour arriver à cette histoire du fantasme. Autrement dit, toute la question, c'est d'arriver là, évidemment. Hein, déjà dans ce schéma-là. Hein. Mais on ne voit que ça. Hein, c'est le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ton prochain. Hein. Ton prochain, c'est là, mais tu ne peux pas y accéder. Toi-même, c'est celui que tu vois là. L'image inversée. Bon. Donc on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même, c'est pas possible. Il faut au contraire aimer son prochain, c'est-à-dire cette image réelle, qui est le point de départ auquel, vous voyez, on n'a pas accès en tant que tel. Hein. Le sujet, il est là. Ça, c'est le miroir convexe qui correspond, on va dire, au cerveau. Hein. Bon. Voilà. Donc, ça démarre comme ça. Je vais très vite. Mais là, il y a là cette première rencontre, là, j'insiste là, il y a là cette première rencontre entre le réel de la jouissance du corps, là, le réel de la jouissance du corps, le symbolique, les fleurs, là, c'est-à-dire le fait qu'un homme et une femme ont engendré un enfant en le qualifiant, en le faisant apparaître d'une certaine manière, hein, par des signifiants, et il va se voir, alors ça va donner ça, effectivement, hein, cette image réelle, mais lui, il ne peut pas se voir là. Il se voit en fonction du discours des parents qui parlent de lui. Et progressivement, ça je ne l'ai pas là, mais oui, je ne l'ai pas là, peut-être que je l'ai là, oui, c'est ça. Et progressivement, parce qu'évidemment, le point de départ, c'est que, je vais venir le mettre à côté, là. Le point de départ, c'est que, d'emblée, c'était pas comme ça au début pour Lacan, mais d'emblée, ça va être ainsi, c'est-à-dire d'emblée, tel que je vous en ai parlé, il y a du sujet barré, hein, puisqu'il y a le symbolique, oui.
Il y a évidemment tout ce qui va se passer comme ça entre le moi et l'image et l'image spéculaire. Et le fait que tout ceci va rencontrer ceci là, qui est présentifié là par la dimension de l'autre. Et donc à partir de là, évidemment, il va y avoir ce trajet particulier qu'on appelle le trajet de la pulsion, qui va conduire, je reviens encore ailleurs, je reviens sur le graphe, qui va conduire au fait que de ce lieu de l'autre, de ce lieu de l'autre, va être posée une question, celle qui apparaît là-bas, le Kevoy, hein,
Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah, ben ça doit mieux aller. Il y a peut-être pas mal d'éléments, c'est pour ça que j'étais coupé là au-dessus, que je ne comprenais pas. Alors je vais peut-être redire un mot. Donc je reviens là. Donc on part du fait qu'il y a la mise en jeu du fantasme. Partout, toujours, dans la vie. La réalité, c'est la réalité du fantasme, c'est-à-dire une articulation propre à chacun, par le biais de la structure, qui s'élabore tout au début, dans cette rencontre-là, comme effet, entre le sujet lié au signifiant et l'objet lié au réel de la jouissance. Bon. Et l'analyse, ça va consister à progressivement desserrer tout ça. Desserrer tout ça. Et ça va conduire au fait que, si ça se desserre, c'est parce que la dimension de la demande est mise en jeu, et c'est la demande de l'autre, ça vient de l'autre, et que progressivement, l'être parlant va se rendre compte qu'il n'a pas à se constituer comme objet qui vient parer au manque de l'autre, à la demande de l'autre, au manque et au désir de l'autre. Bon. Et lorsque ceci est passé, évidemment, on va pouvoir accéder à la jouissance. Donc la jouissance, elle nécessite tout ça. Alors bien sûr, tout ça, c'est aussi des analogies. On n'est pas encore vraiment dans les mathèmes, là. Les mathèmes, ça va être au niveau des discours qui sont là. C'est des analogies. Mais quand même, ça permet... Ça veut dire quoi, des analogies? Ça veut dire que c'est une façon, c'est un artifice, c'est une façon de s'approcher du réel. Oui, d'écrire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, c'est-à-dire le réel. C'est-à-dire que, vous voyez, on pourrait dire que donc ça part de là, ça monte et ça redescend, ça ne se rejoint pas, et donc il y a comme un trou là, au milieu, un trou symbolique. Et là, le grand tabaret, c'est le trou réel. Donc comment ça s'articule, ça? Et prendre la graine de l'art, c'est partir de ce trou réel. C'est ça que Lacan propose, et c'est ça qui dit que Freud propose, sans quoi Lacan suit Freud, quand on parle des œuvres de l'art. Et il en parle à propos de... Vous pouvez trouver ça chez Marguerite Duras, quand il en parle dans Hommage à Marguerite Duras. Bon. Donc, je ne sais pas ce que vous avez peut-être loupé, ou... Enfin, c'est pas grave. De toute façon, on continue les choses comme ça. Bon, donc, vous avez pu repérer que ce que j'essaie de dire, puisque c'est ça qui est important, ce que j'essaie de dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, de toute façon, nous sommes toujours à peu près dans cette articulation de la réalité du fantasme. La question, c'est de savoir s'il est possible que cette réalité du fantasme, c'est-à-dire cette articulation entre l'être de signifiant, esbarré, et l'être de jouissance, petit a, peut se desserrer, peut même, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il peut y avoir une désinstitution du sujet, avec tout ce que ça peut représenter comme explosion de la jouissance, c'est-à-dire, oui, mais ce que je veux dire, c'est pas contrôlable la jouissance. Signifiant, ça peut se définir, ça peut se limiter, mais la jouissance, c'est pas contrôlable. Et c'est ce qui conduit à ce moment particulier où, justement, le fantasme, comme je l'ai dit, devient la pulsion. Et Lacan, à la fin du séminaire, les 4 concepts, pose la question. Qu'est-ce qu'il advient quand le fantasme devient la pulsion? C'est-à-dire quand on est confronté à l'origine, à l'opacité de l'origine. C'est à partir de là qu'on peut dire quelque chose
qu'on peut prendre de la graine de l'art, puisque c'est pas donc en racontant toutes sortes de choses sur ce qu'on voit, etc. Hein. Vous savez, c'est important. Vers les années 68, 70, par là, enfin, peu de choses près, hein, c'est comme ça que Lacan va être quitté, on va dire, hein, par un certain nombre de philosophes, là, bien connus, là, à propos des Ménines. Les uns pensant que dans les Ménines, c'était une histoire de regard, qu'ils confondaient le regard et la vision. Et Lacan dit que ce qui est au centre du tableau, ce qui nous regarde, en quelque sorte, mais là c'est le regard, c'est pas pareil, hein, c'est pas une histoire de voir, hein, c'est la fente de l'infante. Donc il y a toujours cette dimension du fente, et là je dois dire que au théâtre, particulièrement à l'opéra, c'est quelque chose qu'on peut parfois trouver dans la mise en scène. Puisque la mise en scène, c'est ça le problème. La mise en scène, c'est que elle puisse permettre d'entendre quelque chose de la jouissance de la voix, en sachant que on ne sait pas bien ce que c'est que la jouissance de la voix. Et que toute la question, c'est de savoir, puisque c'est un réel, comment il est possible de l'attraper. Mais d'emblée, ce qu'on peut dire avec ce que je viens d'évoquer par rapport au fantasme, là, la réalité du fantasme, c'est que ce n'est pas du côté du beau. Et le commencement du terrible, hein, je reprends Rilke. Ça n'empêche pas d'avoir un certain plaisir à écouter des voix très agréables, etc. Et quand on se lance là-dedans, évidemment, on ne sait pas que l'important, c'est ce qui vient des tripes. Comme l'interprétation, comme le dit Lacan. Ça vient des tripes. Ça vient des tripes, et puis alors mon l'expérience que j'en ai, je peux vous en dire un mot. En permanence, tout bouge dans le palais, là. Au niveau du palais, là. Palais strié devant, là, derrière les incisives. C'est là que ça se joue, c'est pas dans le palais mou qui est après. Il y a quelque chose qui nous pousse du côté de trouver la jouissance par le biais du signifiant, pour ça qu'on va chanter. Hein. Comme c'est pour ça que le nouveau-né va demander à sa mère, notamment, ou à son père, chaque soir, de lui raconter une histoire, parce qu'il connaît par cœur, évidemment. Comme ce qu'on peut aller voir un opéra qu'on connaît très bien, ou une pièce de théâtre qu'on connaît très bien. Et ce n'est pas du tout l'histoire qui compte, hein, c'est simplement qu'on va entendre quelque chose à travers la voix de celui qui parle, puisque dès qu'il y a, évidemment, parole, comme lieu de vérité, il y a répartition en deux vecteurs. Hein. Le vecteur, je reviens à nouveau pour vous le montrer, parce que c'est quand même mieux. Le vecteur, on parle, oui, c'est marqué là, hein, ce lieu de vérité. Il y a la dimension du vecteur qui conduit au semblant, là, hein, et qui va être aussi progressivement l'agent, le désir, etc., à partir des quatre discours, hein, qui vont venir après les graphes. Et puis une autre dimension qui est la dimension de la jouissance, autre jouissance, de l'autre et de la jouissance. C'est pas forcément l'autre jouissance. Hein. Et tout ça, c'est un travail, au sens étymologique du terme, latin, tripalium, un instrument de torture. C'est pas simple. C'est quelque chose qui a à voir avec le savoir, c'est pas la connaissance. Hein. Vous voyez, là, on est. Et évidemment, cette rencontre, puisque tout ça, c'est la rencontre du signifiant avec le réel du corps,
qui conduit là, tout ceci va conduire à une production qui est en même temps une perte. C'est-à-dire que cette insémination, on peut dire ça, hein, cette insémination du réel du corps par le signifiant, hein, cette insémination, eh ben, ça va conduire au fait qu'il y a l'apparition de cet objet comme échappant au signifiant, c'est ça la perte, hein, cet objet échappant au signifiant, que je le montrais sur mon... Bon, hein, je reprends, donc on parle de la parole, là, hein, il y a donc cette dimension du semblant, qui est ce qu'on appelle le semblant de réel, et d'un autre côté, la jouissance, là, hein, et tout ça, ça va produire du plus de jouir, et notamment quelque chose qui échappe complètement à cette action du signifiant, puisque ça, c'est la rencontre. La parole, c'est la rencontre du signifiant avec le corps. Et l'opéra, ça va être la façon dont cette rencontre peut être approchée, abordée différemment. Il me reste à peu près un quart d'heure, là je vais continuer. Donc, vous voyez que le psychanalyste, bon, c'est pas pour rien, comme je l'ai évoqué la dernière fois, quand même, qu'un jour, ça peut être la peinture, évidemment. Ça peut être la sculpture. Ça dépend des affinités. Hein. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle l'objet voix. D'autant plus que cet objet voix, il est mis en jeu d'emblée par cette relation particulière, singulière, propre à chacun, on peut dire incestueuse. Hein. Pour nous, l'inceste, c'est pas dans les faits. Hein, c'est lié à une certaine articulation langagière entre la mère, en principe c'est la mère et l'enfant qui parlent, ces moments-là, et dont il faudra sortir après. Mais il faut passer par là. Hein, et ça passe par la voix. Notamment, ça passe bien sûr par le regard aussi, hein, puisque le monde est pour le nouveau-né d'emblée pas du tout exhibitionniste, comme on le croit. Ça, c'est le fantasme omnivoyeur. On est vu. On est vu d'emblée. Il suffit de regarder les nouveaux-nés, hein, pour se rendre compte que de toute façon, bah oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui est... Ils ont les yeux grands ouverts, les oreilles évidemment aussi. Hein. Comme je disais, les oreilles, d'autant plus qu'on ne peut pas les fermer, les oreilles. Ils entendent tout. Hein. Donc si on revient sur cette histoire du cri, là, hein, alors bien sûr, vous pouvez le concevoir. On peut le concevoir sur un mode objectif, hein, tel que le dit la médecine. C'est important, le cri. Là, hein. Il faut qu'il soit réel. Hein. S'il n'est pas réel, à ce moment-là, hein, tout le monde s'active. Hein. Tout le monde est là pour gérer tout le monde. Ben oui, parce que c'est comme ça. Hein. Toute la famille est là, même s'ils ne sont pas tous à fait là. C'est une mise en scène extraordinaire. On attend le cri. Hein. Et à ce moment-là, on pourra dire il est des nôtres. Oui, il est des nôtres. Et il entend tout ça, à sa façon. Et il va entendre très rapidement, parce qu'il y a des téléphones, il y a toutes sortes de choses qui discutent autour de ça. Il va tout, le nouveau-né se rend compte de tout, du fait qu'il est d'abord parlé, ce cri. Hein. Lacan parle comme du cri, là, qui d'ailleurs peut être mythique, hein, mais c'est un temps logique important. C'est le premier signifiant. C'est un pur signifiant, c'est le premier signifiant. Et puis en même temps, évidemment, il y a cette dimension du placenta qui appartient à l'enfant, qui va être perdu. Et on pourra presque dire que le placenta, c'est quasiment ontologique de cette perte du premier objet, petit a. Enfin, c'est pas retenu comme tel parce que après ça ne joue plus véritablement. Hein. Puisque vous savez que le placenta, ça appartient à l'enfant et non pas à la mère. Bon, je ne vais pas trop rester là-dessus. Hein. Bon. Donc, il y a le cri. Hein.
et évidemment, à jamais la jouissance de cette expression, de ce jaillissement, de ce mouvement orgastique particulier du cri. À jamais, c'est vraiment un cri pur. Hein. Alors on peut expliquer qu'il vient des besoins, etc. Peut-être, mais enfin c'est pas la question. La question c'est qu'il y a la voix en tant que telle, là, par le biais de ce cri, elle est, on pourrait dire, le premier objet quasiment. Hein. C'est important. Et on peut se demander si c'est parce qu'on va chercher à entendre, évidemment dans la plus grande méconnaissance. Hein. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir. Hein. Si on est un mélomane de l'opéra, si on court comme ça, un peu moins maintenant, parce que c'était comme ça il y a 50 ans notamment. Bon, 50, 60 ans. Bon. Donc, cette dimension du cri, elle est là d'emblée. Alors après, bien sûr, il y a une signification. Et, évidemment, il perd complètement, je dirais, non seulement sa valeur, mais il sera à jamais impossible à trouver. Et pourtant, parce que c'est un réel de la jouissance, et pourtant, ben oui, c'est ça. Par le biais de la chaîne signifiante, etc., on va passer son temps à essayer, notamment dans une analyse, de retrouver ce quelque chose qui ne peut pas être trouvé. Hein, et qui va nous faire trouver toutes sortes de choses. Hein. Ce qui fait que dans ce séminaire, le moment de conclure, là, Lacan, j'ai dit autrefois, à l'instar de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Et maintenant qu'il est bien plus au plus proche du réel, même si on ne peut pas s'en approcher véritablement, hein, il dit maintenant je cherche. On est toujours dans le fait de chercher quelque chose qui est à jamais perdu. Lacan, il va beaucoup insister sur le manque, hein, beaucoup plus que sur la perte. Hein. Le manque. Bon. Alors, ce cri-là, particulier, évidemment, c'est quelque chose qui va résulter, je reviens, toujours pareil, au point de départ, c'est quelque chose qui résulte de cette rencontre-là entre le réel de la jouissance du corps, ce qu'on appelle le corps vivant, la partie animale du corps, hein, ça, oui, ce réel de la jouissance, et puis le symbolique. Et il en résulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'être parlant, le nouveau-né, là, va avoir à créer l'imaginaire. Et après, à accéder à son imaginaire spécifique. C'est l'enjeu d'une analyse. Et non pas d'en rester à l'image, à ce qu'on trouve chez les autres, comme soi-même. Hein. Bon. Et après, parce qu'il faut passer par là, évidemment, hein, donc il y a la langue dans un seul mot, c'est-à-dire ce que la mère, ce qui se passe dans cette relation particulière entre l'enfant et la mère. Hein. C'est pas, quand je dis incestueux, c'est pas du tout au sens juridique, au sens des faits. Hein. C'est très important quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel sauf entre les générations voisines, les 3 générations voisines. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a un rapport sexuel là. Ça, on peut parler d'inceste. Hein. C'est pas un mot tabou dans ces cas-là. Hein. Bon. Il faut sortir de ce rapport sexuel. Voilà. Et c'est ce qui se joue à l'opéra. Ce qui essaie de se jouer à l'opéra. Par le biais de la voix. Je trouve que j'en parlais à propos du Don Giovanni, la façon dont Mozart, sans tout savoir qu'il parle de ça, il ne faut pas demander, hein, pouvait
proposer cet objet, là, par le biais de Don Juan, que trouve Don Juan. C'est pour ça que l'opéra pouvait s'arrêter, il n'y avait pas besoin de la dernière scène. Là. Alors l'opéra, il est fait, je crois, en septembre 87 à Prague. Hein. Il a été demandé par les Pragois pour un succès énorme qui avait eu lieu au Palais Nostice de Prague au niveau des Noces de Figaro. Et après, 6 mois après, ou 8 mois après, évidemment, il a lieu à Vienne. Là, il y a l'empereur. Là. Et je crois que Mozart va faire quelques modifications, mais surtout, je ne sais plus, mais il me semble que la dernière scène, justement, tout le monde dit oh le salopard, etc., qu'il aille en enfer, enfin, toutes ces conneries, quoi, qu'on voit habituellement. Hein. Tout ce cœur réuni, là, religieusement, là, autour, là, politiquement, là, familialement, là, enfin, tous les mots qu'on voudra, là. Hein. Alors que justement, la fin, c'est ça, hein, c'est comme la fin de Moïse Aaron de Schoenberg. Hein. Hein. Das Wort. O Wort, das mir fehlt. Ô mot, toi qui manques. Le mot, bah oui, le mot qui pourrait parler de cet être suprême. Oui, alors, et je tourne, qu'à le dire, je tourne un peu en rond, mais enfin, je parle, quoi. Voilà. Hein. Il s'agit donc, pour un analyste, c'est pas de raconter, je sais pas quoi, ça n'empêche pas de le faire, mais enfin, à ce moment-là, il est en plein dans le fantasme. Hein. Il ne s'agit pas qu'il pense. Hein. Le psychanalyste, c'est pas de la pensée. Hein. Le psychanalyste, en fait, véritablement, il est dans ce lien social à deux qu'est le discours analytique. Il est là pour entendre et trancher, comme dirait. Bon, alors, je reviens là-dessus dans ce moment de conclure. Hein. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est que, par l'interprétation, par la grâce de l'orthographe, hein, mais aussi, alors là, aussi, parce qu'il y a ça, il y a la jouissance féminine là-dedans, il y a la jouissance autre, hein, qui va apparaître dès lors que Lacan part du côté du neuboroméen, qui est à nouveau une façon d'écrire quelque chose qui est ce qui correspond à ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est-à-dire que Lacan étant mathématicien quand même, hein, il va dire que je crois que ça lui est venu comme une bague au doigt, hein, c'est son nœud à la noix, comme il dit. Oui. On peut tout à fait comprendre que le seul intérêt du neuboroméen, c'est simplement qu'il y a 3 anneaux, si on en coupe un, tout est désuni. Hein. Et puis, si on n'est pas trop mathématicien, on peut peut-être prévoir autre chose. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, là. À partir de cette dimension de la voix et des instruments, parce que tous les instruments, c'est des instrumentalisations de la voix. Ça démarre avec la voix, le monde. Hein. L'échange entre... On ne sait pas le langage, l'origine, mais on sait que dès qu'il y a on va dire ce qu'on appelle des humains, c'est-à-dire des êtres parlants, on va plutôt dire ça, eh ben ça commence à parler. Dès qu'il y a cette rencontre-là, c'est ce qui se passe avec la mère. Et s'il n'y a pas ça, rapidement, hein, j'ai déjà dit, hein, c'est l'expérience de cet empereur-là, au début du XIIIe siècle. Là. Et puis c'est l'expérience qui a conduit à, je crois, l'hôpital Laennec, vers les années 50-60, à ce que des analystes arrivent dans les services de réanimation et disent il faut les prendre dans les bras, il faut leur parler à ces enfants-là. Sinon, ils ne vont pas se développer. Oui. Et évidemment, ça a produit ce qui
qui doit être, c'est-à-dire la constitution, justement, de cette réalité du fantasme. Hein. Cette articulation, il faut bien qu'elle se mette en place. Hein. Et il y a, alors là, il y a un truc qu'on ne parle pas habituellement, hein, dans ce rapport sexuel, justement, il faut en sortir aussi. Puisque justement, il n'y a pas de rapport sexuel. Vous voyez le truc, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on s'en sert pour pouvoir s'en passer, quoi. Hein, c'est exactement ça. Hein. Et alors là, quand il y a une formulation un peu particulière, qui ne me revient pas tout à fait, mais ça va me revenir. Une décision de l'être. Une étrange décision. Je sais pas si c'est étrange, enfin. Décision de l'être. Il faut un peu l'aider quand même. Le nouveau-né, là. Hein. C'est qu'il faut que la mère, elle revienne un petit peu à son rapport à cette jouissance-là. Jouissance du corps, là. Hein. Alors, je vais retourner sur le neubroméen, là. Hein. Ah, vous voyez, à cette jouissance du corps, là, hein, oui, qui est hors symbolique, hein, cette jouissance du corps, ce qu'on peut appeler le féminin, hein, c'est pas tout à fait le féminisme, hein, c'est autre chose quand même, hein, c'est même pas du tout ça. Hein. Puis alors le père, parce que le père, là, vous voyez, là, il y a plus d'autre. Hein. Finalement, c'est l'autre barré, tout ça. C'est une écriture de l'autre barré, voilà, le neubroméen. Hein. On peut dire ça comme ça. Et puis le père, on arrive vers la fin de l'enseignement de Lacan, là, quand il aborde la jouissance. Là. Le père, il va dire le père, c'est un type. C'est pas un sale type, hein, c'est un type. C'est-à-dire que il est exception. C'est la perversion. Il n'est pas dans l'organisation du monde, en tant que tel. C'est pas l'objet du monde. Ce fameux signifiant du nom du Père, au nom du Père, les noms du Père. Les noms du Père, les noms du Père. C'est celui qui a pu, avec une femme qu'il aime, il faudrait définir ça, l'amour, engendrer cet enfant, à qui il donne son nom. Même si maintenant, on fait un peu n'importe quoi, on va dire, pourquoi pas. Il donne son nom, oui. Et puis qui... Voilà, écoutez bien là quand même, hein. J'ai été retrouvé là, ça. Et qui prend en compte, ou qui trouve ce qu'est la loi. La loi éducateur, c'est pas tout ça. C'est un phénomène d'exception. La loi, c'est le mi-dire. La loi, c'est le mi-dire. Le mi-dire de la vérité. Perversion. Est-ce que ça peut se trouver, ça, à partir de l'œuvre d'art, de l'œuvre de l'art? Je continuerai ça mardi prochain. Comme d'habitude, on revient au mardi. Voilà, à bientôt.